Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans du polar qui sera consacrée aujourd'hui au suspense dans la science-fiction. Ce sera d'ailleurs la dernière vidéo de cette année 2015 avant les vacances de Noël et on se retrouvera ensuite au mois de janvier. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la science-fiction est l'exact opposé du fantastique et comprend des éléments d'ordre futuriste comme la téléportation, la cryogénisation ou le clonage humain, contrairement au fantastique qui est basé exclusivement sur le surnaturel, avec des esprits frappeurs, fantômes, cavaliers sans tête, loups-garous, magie, dragons, sorcières, etc. Comme toujours, je vous ai fait une sélection personnelle de diverses œuvres de science-fiction qui mêlent une intrigue policière. Et nous allons commencer sans plus attendre avec notre première partie sur ce que j'ai appelé les films aux grands acteurs. Alors, peut-être que je leur jette un petit peu trop de laurier, mais ce sont quand même des gens très connus. Et à partir du moment où ils sont tête d'affiche d'un film, on sait qu'a priori, ça va être pas mal du tout. Et on va commencer tout de suite par le premier film, Outland, avec notre grand ami Sean Connery. Alors, j'élimine tout de suite les éléments péjoratifs. Le film date des années 80, et l'intrigue en elle-même n'est pas non plus exceptionnelle. Mais c'est extrêmement bien pensé. Sean Connery donc joue un marshal qui travaille pour assurer la sécurité sur une station minière sur un des satellites de Jupiter. Or, sur cette station, énormément d'incidents se produisent, et notamment des actes de suicide et d'automutilation de la part des ouvriers. Il finira, grâce à l'aide d'une femme médecin, à découvrir qu'il s'agit d'un trafic de drogue, destiné en fait à stimuler les ouvriers et à les faire travailler plus vite, mais qui a des effets secondaires particulièrement nocifs sur leur cerveau à long terme. Je n'en dis pas davantage parce que je préfère vous laisser regarder le film. Sachez simplement, ma foi, qu'il y a de l'action, plus une part de science-fiction, et que Sean Connery, comme toujours, est excellent dans le rôle qu'il tient. Et on va tout de suite quitter Outland pour passer au film suivant, Clone, avec Bruce Willis. Alors c'est pas le meilleur film que j'ai vu, mais le concept est juste génial. Alors, vous imaginez une société futuriste dans laquelle plus personne ne sort de chez soi. Ou en tout cas, on ne sort plus de chez nous au sens physique du terme, mais au sens virtuel. On transfère plus ou moins sa conscience dans un clone. On est connecté à ce clone à distance, et c'est lui qui sort à notre place. De cette façon, on ne travaille plus, on ne risque plus d'attraper une maladie, de se faire renverser par une voiture dans la rue, de se faire assassiner, etc. C'est notamment très utile pour les personnes handicapées, défigurées ou autres qui peuvent se faire un clone à l'effigie qui leur fait plaisir. Mais ce monde, a priori parfait, va être bouleversé par l'apparition d'un tueur qui se met à abattre les clones avec un appareil qui non seulement tue les clones, mais également les personnes qui sont dans leur siège chez elles en leur faisant imploser le cerveau. Et donc notre héros va devoir mener l'enquête pour découvrir qui se cache derrière ces agissements. A noter que ce que vous voyez à l'image, c'est son clone. Lui, il ressemble à ça. Il va d'ailleurs bien entendu être obligé à un moment donné, son clone ayant été détruit, de sortir de chez lui physiquement et de risquer sa peau pour mener l'enquête. Le film a d'excellentes scènes d'action, une histoire qui se tient, et même une ou deux surprises pas désagréables. Pour finir, je vais vous mettre un petit extrait, et ensuite on passe au film suivant. Le clone humain robotisé allie la robustesse de la machine à la grâce et à la beauté de l'enveloppe humaine pour rendre votre vie plus sûre et plus agréable. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait faire imploser la tête d'un clone? Qu'en disent les opérateurs? Pas grand-chose. Ils sont morts. Si vous sous-entendez qu'il y a un lien entre des clones produits par la société VSI et les morts accidentelles de Je leurs ne utilisateurs... sous-entends rien. Je cherche à savoir si un signal envoyé par un clone pourrait tuer son opérateur. C'est totalement absurde. Une telle possibilité remettrait en question le principe même du clonage. Des clones ont été jetés du haut d'un building ou bien mitraillés. Certains ont même explosé en 1000 morceaux et on n'a jamais eu à déplorer le moindre accident. Oui, mais une tête humaine. Qu'est-ce qui pourrait faire imploser une tête humaine? Cher monsieur, nous ne sommes que des juristes. Chérie, je ne sais même pas ce que t'es. C'est pas très gentil, mais qu'est-ce que c'est bien dit. Alors, nous passons au film suivant, I, Robot, mettant en vedette Will Smith. Alors, pour le coup, ce film et son concept se rapprochent énormément de celui de Clone. Simplement, vous virez les clones et vous mettez des robots à la place. Et qui évoluent en fait parmi les humains. Ils servent de main-d'œuvre, d'hommes à tout faire, etc. Et les hommes n'ont plus grand-chose à faire par eux-mêmes puisque les robots se chargent d'à peu près tout. Ceci jusqu'au jour où un savant
qui n'avait a priori aucune disposition pour le faire, se suicide, ce qui ressemble du coup davantage à un meurtre, et surgit le robot que vous voyez là, qui s'appelle Sunny, et qui, pour faire simple, est un robot différent des autres, qui peut suivre son libre arbitre sans vraiment obéir aux humains, ce qui normalement n'est pas le cas, ils sont programmés pour obéir de manière complètement aveugle. Et les mystères du film reposent donc sur la création de Sunny et l'utilité de celle-ci, mais également sur une rébellion des robots qui semble se préparer. Will Smith, notre héros, est le seul à l'avoir vu, mais personne ne veut le croire. Et quand bien même les robots se soulèveraient, ils ne l'ont évidemment pas décidé tout seuls, donc la question serait de savoir qui donc se cache derrière ce complot. Après, le film en lui-même est très bien, encore une fois beaucoup d'action et de science-fiction, mais aussi de l'émotion. Et la question, peut-on être humain en étant robot, ou ne sont-ce que de vulgaires machines? Je ne m'étends pas plus, et nous allons passer au dernier film de notre liste, mettant en vedette Tom Cruise, Minority Report, qui signifie rapport minoritaire. Pour avoir l'explication, vous regarderez le film. Alors, encore une fois, société futuriste, avec, là pour le coup, mon concept préféré, il ne peut plus y avoir de crimes parce qu'ils sont anticipés à l'avance. Alors, comment ça marche? Tout simplement grâce à ces trois personnes qu'on appelle les précogs, qui sont donc en train de macérer dans cette espèce de bassin, et qui sont ni plus ni moins des médiums, des télépathes, qui arrivent à voir les meurtres à l'avance, et les projettent sur un écran aux inspecteurs, qui s'occupent ensuite d'arrêter les criminels avant qu'ils ne frappent. D'où l'intitulé de la brigade pré-crime, et non plus brigade criminelle, puisque les gens sont systématiquement arrêtés à l'avance pour futurs meurtres. L'intrigue du film en elle-même est basée sur plusieurs choses, mais principalement sur le fait que notre héros, Tom Cruise, se retrouve accusé d'un meurtre futur. C'est-à-dire que les précogs envoient des images le désignant comme le futur criminel qui va assassiner une future victime alors que lui-même ne voit même pas qui est la personne en question. Il va donc bien entendu prendre la fuite et chercher à démontrer son innocence. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis des extraits pour vous montrer, ma foi, le système de la cellule pré-crime, l'anticipation et l'arrestation. Et on se quittera là-dessus pour les films grands acteurs avant de passer à notre seconde partie. On regarde. Les victimes sont désignées ici, les assassins ici. En dehors de ça et de la date du crime, tout ce que nous avons, ce sont les images qu'ils produisent. J'ai une police montée. Près du Capitole? Pas de système magnétique. Le môle? Georgetown. Les précogs voient un meurtre 4 jours avant. Quoi celui-là, c'est tard? On l'appelle boule rouge. Dans les crimes passionnels, il n'y a pas préméditation, on les découvre tard. Presque toutes nos urgences sont des cas spontanés comme celui-ci. Nous n'avons presque plus de préméditation dans les meurtres. Les gens ont reçu le message. Ah, génial. Une correspondance avec Dwight Kingsley, architecte du 19e siècle. Il a fait 2 douzaines de maisons à Washington. Temps limite 10 minutes. 10 minutes! J'ai plié mes lunettes. Tu sais que sans elle, je suis aveugle. Warren, ne pleure pas. Max! Regardez-moi. Regardez-moi. Test positif pour Howard Marks. Monsieur Marks, au nom de la division pré-crime du district fédéral de Columbia, je vous arrête pour le futur meurtre de Sarah Marks et de Donald Dubin que vous alliez commettre aujourd'hui, 22 avril, à 8h04 du matin. Non, j'ai rien fait. Mais tu allais le faire, Howard. Bref, on passe à notre seconde partie, les enquêtes du capitaine Flamme. Alors, il s'agit en l'occurrence d'une série de romans des années 40 et ensuite adaptés en série animée dans les années 70. Donc, le capitaine Flamme, ma foi, est un super-héros de science-fiction, mais qui est amené à mener de véritables enquêtes policières que lui confie le gouvernement intersidéral.
Par exemple, dans sa toute première aventure, il est amené à découvrir pourquoi les habitants d'une planète reviennent à l'état d'homme-singe, subissent une espèce de régression. Il y a évidemment un grand méchant derrière tout ça qui n'est autre que l'empereur de l'espace, et il faut percer son identité. Alors, pour faire simple, je vous ai mis ici la liste des romans d'Edmond Hamilton que vous pouvez lire, certains ont été traduits en français. A noter que l'un d'entre eux d'ailleurs est à lire obligatoirement, puisque même si l'aventure est présente dans l'animé, ils ont supprimé toute la partie enquête, ce qui est, je trouve, vraiment dommage. Alors, pour avoir à la fois lu une partie des romans et jeté un œil aux animés correspondants, je peux dire que les deux se valent à peu près. Certains animés sont meilleurs que les romans et vice versa, donc c'est difficile de trancher. Et je vous ai donc également mis ici l'intégralité des épisodes de la série animée qui comporte une enquête avec un coupable à démasquer. Encore une fois, les scénarios sont divers et variés et extrêmement bien imaginés, je trouve. Pour finir là-dessus, on se regarde un petit extrait de la première aventure, l'Emprunt de l'espace, où justement le Capitaine Flamme commence à se retrouver un petit peu à court de suspects, ce qui est assez embêtant. On se regarde ça et on passe à la troisième et dernière partie. Monsieur le gouverneur, qu'y a-t-il? Mais qui est-ce? Les hommes singes ont réussi à entrer jusqu'ici? Non, je suppose que c'est Kers. Kers? Il y avait une journée entière que je ne l'avais pas vu, alors je suis allé dans son quartier. Non, pas vous! Le pauvre Kers, à son tour, avait été victime de ce terrible mal qui frappe les terriens d'ici. Ce qui voulait dire que de nos 4 suspects initiaux, il ne restait que Quell. Mais il se trouvait en présence de plusieurs personnes au moment où vous avez vu l'empereur de l'espace. Donc ce n'est pas lui non plus l'empereur de l'espace. Il ne pouvait pas à la fois se battre contre nous et se trouver en même temps à la base. Non, bien sûr. Dites, mais vous ne pensez pas que l'empereur pourrait être Kenneth Lester? Qui c'est déjà, Lester? Ah oui, c'est le savant qui a disparu alors qu'il était parti étudier l'ancienne civilisation de Megara. L'opinion de Ken n'est pas forcément fausse, puisque l'empereur de l'espace, lui aussi, connaît les secrets de l'ancienne civilisation de Megara. Il y a sur ce globe un trait qui, de toute évidence, a été tracé récemment. Oui, sans doute par une main humaine. Je suppose que c'est l'œuvre de Kenneth Lester. Et qu'est-ce que c'est que cette marque? L'entrée menant à l'ancien monde Megara. Ah? Lester est de toute évidence arrivé jusqu'à cet endroit, et comme par hasard, juste après, cette terrible maladie est apparue. Et l'empereur de l'espace a fait parler de lui. Alors vous pensez qu'il s'agit de Lester? Pour l'instant, je n'en sais rien, non. Mais la seule façon d'être fixé, c'est de suivre le même chemin que lui. Et nous voici arrivés à notre troisième partie, l'univers de Star Trek. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, sachez qu'à la base, il s'agissait d'une série, diffusée dans les années 70, et qui a continué par d'autres séries, puis par des films jusqu'aux années 2000. Donc un univers de science-fiction assez gigantesque et qui a traversé les décennies, si on peut dire. Et bien entendu, à l'intérieur de cet univers, nous trouvons des enquêtes policières. En tout cas, ce qui s'en rapproche énormément. Alors, je vous ai fait une petite sélection personnelle, en commençant par la série Star Trek Deep Space Nine, qui était diffusée dans les années 90. Et notamment, il y a 2 épisodes que vous pouvez regarder, Un homme seul et Champ de feu. Alors, dans l'un comme dans l'autre, des meurtres sont commis et il s'agit d'arriver à démasquer le coupable. Avec des intrigues qui mêlent des éléments science-fictionnels, c'est justement tout l'intérêt. Bon, après certes, j'ai ciblé ces épisodes-là, il y en a d'autres, et si vous aimez tout ce qui est science-fictionnel, n'hésitez pas à vous faire la série complète. Et pour finir notre tour d'horizon des polars science-fictionnels, je vais vous parler du tout dernier film de la saga Star Trek, en tout cas de celle d'origine, Star Trek VI, La Terre Inconnue, ou The Undiscovered Country, comme vous préférez. Les 2 héros principaux de la série puis de la saga de films sont le capitaine James Kirk, interprété par William Shatner, et Leonard Nimoy, qui interprète Monsieur Spock, un Vulcain. Dans ce film, ils sont envoyés comme émissaires pour que la Fédération, donc comprenant les humains, les Vulcains et d'autres races, fasse enfin la paix avec les Klingons, alors qu'ils sont en guerre depuis des décennies, voire des siècles. Malheureusement, le haut chancelier Klingon sera assassiné,
Kirk se retrouvera injustement accusé d'en être responsable, ainsi que son équipage, et ils devront mener l'enquête pour découvrir les vrais coupables et prouver leur innocence. Bon, c'est très résumé, parce que vraiment il faut voir le film, je tiens pas à vous gâcher des détails de l'intrigue. Pour info, il est tout à fait possible de regarder ce film sans avoir vu le reste de la saga. Il n'y a pas grand chose à savoir à part que les humains et les Klingons se détestent, et que les Vulcains de la race de Spock sont des êtres extrêmement froids, qui se basent surtout sur la logique et rien d'autre, et qui ont quelques pouvoirs psychiques. Encore une fois, on va se quitter sur un extrait de ce film, avant de passer au générique de fin, et de se souhaiter par avance un joyeux Noël. Allez, on regarde ça. A tout de suite. La conférence de paix a commencé? Personne ne le sait, ils tiennent l'endroit secret. Il y a toujours quelque chose. Monsieur Spock, j'ai trouvé les uniformes manquants avec du sang Klingon dessus. Mais ces uniformes appartiennent à ces deux hommes, Burke et Samno. Plus maintenant. Phase réglée sur paralysant à bout portant. Première règle d'un assassinat. Tuer les assassins. Nous voilà de retour à la case départ. Voilà, comme toujours, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je rappelle pour les intéressés que je suis moi-même auteur de romans policiers chez Chemin Vert Édition, et que vous pouvez les lire si ça vous tente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder d'autres vidéos, et à laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël et aussi un joyeux nouvel an. Et puis on se retrouve au mois de janvier pour notre prochaine vidéo de fans du polar. A très bientôt!